Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons aborder un sujet un peu particulier avec la supériorité supposée technologique des armes occidentales. Sur ce, c'est parti. En effet, dans un rapport remis au Congrès américain en 2023, le Pentagone va reconnaître que l'armée chinoise dispose en fait d'une technologie balistique hypersonique dont les armées américaines ne seront pas dotées avant 2025, et encore ce sera en toute petite quantité. Cette déclaration peut alors surprendre puisque effectivement les États-Unis sont vus comme le dogme technologique en matière de défense et d'armement, avec une avance technologique sur tous les autres pays. Enfin bon, ça c'est dans la théorie comme nous allons le voir. Pour cela, nous allons un petit peu remonter encore une fois dans le temps. À la fin des années 80, certains se rappellent déjà qu'à ce moment-là, les forces armées occidentales étaient loin de considérer qu'elles disposaient d'une évidente supériorité, y compris du point de vue technologique, face aux armées soviétiques et du pacte de Varsovie. Certes, et non sans raison, les états-majors occidentaux étaient conscients de certains avantages marqués, comme dans le domaine des forces aériennes. Ce n'était pas tant la supériorité des F-15, F-16, Mirage 2000 ou autres Tornado sur les Sukhoi et MiG soviétiques que la puissante flotte de soutien formée d'avions ravitailleurs et d'AWACS qui agissaient comme un coefficient multiplicateur efficace. Dans de nombreux autres domaines, en revanche, l'avantage perçu était sans contexte donné aux forces soviétiques, comme concernant la défense antiaérienne, l'artillerie ou encore la puissance des blindés. Les armées soviétiques disposaient en effet d'équipements jugés souvent comme aussi performants que leurs homologues occidentales, mais disponibles en bien plus grand nombre. Cette perception a radicalement changé en 1991 avec la guerre du Golfe, qui opposa les armées irakiennes, majoritairement équipées de matériel soviétique, aux forces occidentales de la coalition. Présentées alors, et probablement de manière trop hâtive, après une guerre Iran-Irak l'ayant laissé exsangue, comme la quatrième armée du monde, les forces armées irakiennes ne parvinrent pas à s'opposer à la coalition menée par les États-Unis, et durent quitter le Koweït après quelques semaines de campagne aérienne et 4 jours d'assaut terrestre ayant détruit une grande partie de son potentiel opérationnel. La démonstration de force, et plus spécialement américaine, fut interprétée par beaucoup, y compris par les principaux intéressés, comme la démonstration de la supériorité technologique américaine et occidentale face à leurs principaux concurrents, les soviétiques. Certains équipements comme le missile de croisière Tomahawk, le chasseur furtif F-117 et le char M1 Abrams, le véhicule de combat d'infanterie M2 Bradley ou encore le système antiaérien et antimissile Patriot furent ainsi élevés au rang de maître étalon technologique par la démonstration de leur efficacité en Irak. Alors que Moscou peinait à contenir l'effondrement en cours en Europe de l'Est et le délitement de l'Union soviétique elle-même, il n'y avait guère de voie pour modérer ces affirmations. Au fil des mois, des années et d'autres conflits régionaux, comme dans l'ex-Yougoslavie, ce discours a progressivement évolué en certitude, puis en paradigme. L'Occident détenait de manière incontestable une avance technologique inégalée en matière d'équipement de défense. Pourtant, même en 91, ce discours avait de quoi surprendre. Évidemment, les armées occidentales menées par les États-Unis ont largement surpassé les armées irakiennes. Celles-ci étaient bien par ailleurs majoritairement équipées de matériel soviétique et aussi un petit peu français. Pour autant, l'affirmation de la supériorité technologique occidentale sur les équipements soviétiques sur la base de la guerre du Golfe n'est autre qu'un raisonnement structuré. Ainsi, ni la doctrine militaire employée par l'Irak, ni le niveau d'entraînement de ses unités et encore moins la composition de ses forces n'étaient comparables à ce qui se pratiquait alors en Union soviétique. Surtout, les armées irakiennes n'employaient alors que des équipements relativement datés de l'arsenal soviétique. Ainsi, les T-72 irakiens n'étaient pas comparables aux T-80 qui équipaient les unités russes à la fin des années 80. Dans le ciel, les forces aériennes irakiennes ne disposaient ni de Sukhoi 27 ni de MiG-31, des appareils de supériorité aérienne bien plus performants que les MiG-29, MiG-23 et Mirage F1 irakiens. Par ailleurs, ils ne disposaient pas des mêmes munitions perforantes que les forces aériennes soviétiques, comme le nouveau missile de croisière Kh-55 qui n'avait rien à envier au Tomahawk américain.
De fait, les armées irakiennes étaient loin d'être représentatives de la puissance militaire et technologique soviétique en 91, et la victoire contre Bagdad ne constituait en rien la démonstration d'une éventuelle supériorité technologique militaire occidentale sur l'Union soviétique. Pourtant, cette perception a été accrue dans les années 90 et 2000 par l'effondrement du bloc soviétique et les immenses difficultés économiques, politiques et sociales rencontrées par la Russie. Celles-ci ont en effet considérablement affaibli pour un temps l'ensemble de l'industrie de défense russe, comme les armées du pays. Entre l'absence d'investissement dans l'industrie de défense, un État en perte d'autorité tant sur la scène nationale qu'internationale et des armées en déliquescence, l'industrie de défense russe fut arrêtée net dans sa progression technologique, comme dans ses livraisons au début des années 90. Dans le même temps, les industries occidentales admettaient au service des équipements de nouvelle génération, creusant encore cette perception de suprématie occidentale. Cependant, même en 1995, les Su-27 et Su-30 n'avaient guère à envier aux F-15C et F-15E, les S-200 aux Patriot, les Mi-28 aux AH-64, les Aquila aux Los Angeles ou les T-90A aux M1 Abrams. Ce sont pourtant bien ces équipements américains qui servirent de référence pendant 2 décennies et même au-delà concernant la puissance technologique de défense. Ce biais a été par ailleurs entretenu au travers de plusieurs opérations militaires analysées avec partialité, là encore comme point de départ une évidente supériorité technologique occidentale et par voie de conséquence un manque de performance des équipements russes, que ce soit en Tchétchénie ou en ex-Yougoslavie, ce qui en fait du coup un raisonnement biaisé. Alors que l'industrie de défense russe a été à l'arrêt pendant plus de 10 ans, cette perception de supériorité militaire et technologique occidentale et l'absence de menaces symétriques amenèrent les dirigeants américains et européens, mais aussi les états-majors de leurs armées, à s'engager dans des programmes aux ambitions technologiques démesurées, venant même parfois flirter davantage avec la science-fiction qu'avec la réalité. La certitude selon laquelle la débauche de technologie avait le potentiel de changer la nature même du rapport de force et de la guerre se transforma progressivement en un véritable biais technologiste que l'on a pu observer dans de nombreux programmes outre-Atlantique ayant engendré des dépenses considérables sans qu'ils fassent évoluer la réalité opérationnelle des armées. Pour vous donner un exemple, l'US Navy dépensa plus de 20 milliards de dollars pour la construction de seulement 3 destroyers de la classe Zumwalt, armés chacun de 2 canons de 155 mm sans munitions, alors même que la flotte de croiseurs et destroyers de l'US Navy vieillissait, l'obligeant à lancer la construction de nouveaux destroyers Alre Burke. L'armée de terre américaine aussi n'était pas clairvoyante, avec les programmes FCS puis GCV qui fut abandonné en 2014 après 15 ans sans avoir su concevoir le successeur du M2 Bradley et en ayant englouti plus de 20 milliards aussi de dollars. Quant aux forces aériennes américaines, elles entreprirent de concevoir le chasseur bombardier F-35, que tout le monde connaît, dépensant pour cela plus de 400 milliards de dollars pour la seule phase de conception. De fait, en dépit de budgets de recherche et de développement importants, les armées américaines disposent aujourd'hui, et en bien des domaines, de technologies de défense héritées de celles développées dans les années 80, sans même disposer d'un avantage numérique significatif face à ses principaux compétiteurs. Dans le même temps, Russes, mais surtout Chinois, se sont engagés avec des moyens différents dans un important effort pour combler le retard technologique face à l'Occident, aidé en cela par le manque évident de progrès des industriels américains, mais aussi européens, mus par une certaine forme de mimétisme. De fait, aujourd'hui, il est très hasardeux de tabler sur un avantage technologique occidental face à 2 puissances militaires qui puissent être suffisants pour compenser un éventuel mais probable rapport de force défavorable du point de vue numérique. Dans certains domaines, Moscou et surtout Pékin ont même pris une avance technologique sur l'Occident et même les États-Unis. C'est en particulier le cas des armes hypersoniques, déjà opérationnelles et déployées en quantité notable au sein de l'armée populaire de libération, entendez l'armée chinoise, mais aussi des forces russes.
Ces deux armées disposent également d'une défense antiaérienne multicouche, bien plus performante et intégrée qu'elles ne le sont en Occident, y compris dans les armées américaines. Ainsi, en Russie, la défense antiaérienne à longue portée et la défense antimissile balistique est assurée par les systèmes S-300, S-400 ainsi que les nouveaux S-500 et S-550. Une seconde couche, à moyenne portée, est assurée par les systèmes S-350 d'une portée allant de 20 à 120 km. Une troisième couche, à courte portée, est assurée par les systèmes Tor pour les unités mécanisées et Pantsir pour les infrastructures, alors que toutes les unités combattantes russes disposent de systèmes antiaériens portables Strela et de véhicules de protection rapprochés comme le Tunguska ou le Sosna. Par comparaison, la défense antiaérienne et antimissile américaine se compose d'une couche antibalistique assurée par le THAAD, une couche à moyenne et longue portée assurée par le Patriot et une couche à courte et très courte portée assurée par des Manpad, des Avengers et par les nouveaux M-Shorad en cours de déploiement, tous étant équipés du même missile Stinger. Il est vrai que la doctrine occidentale fait reposer la défense aérienne davantage sur la chasse que les Russes. Toutefois, les difficultés en termes de densité, mais également de complémentarité et de performance affichée des systèmes qui composent cette défense antiaérienne multicouche sont très significatives. D'autres domaines font aussi apparaître une évidente supériorité technologique, russe ou chinoise. C'est notamment le cas de la guerre électronique, domaine dans lequel les unités chinoises disposeraient de l'avis même du Pentagone d'une importante avance sur les forces américaines. Pourtant, force est de reconnaître que bien souvent, les équipements occidentaux peuvent encore se prévaloir d'un ascendant technologique objectif. C'est notamment le cas dans le domaine des chars de combat. Les Abrams M1A2 américains, comme les Léopard 2A7 allemands, affichent des capacités sensiblement supérieures à celles du T-90M russe ou du T-99A chinois, que ce soit en matière de protection, d'équipement, de visée et optronique, et même d'une certaine manière au niveau de la puissance de feu. Il en va de même dans de nombreux domaines, allant de l'aviation de combat aux sous-marins nucléaires, en passant par l'hélicoptère d'assaut et les systèmes d'artillerie. Toutefois, dans tous ces domaines, l'avantage technologique consenti par les équipements chinois et russes apparaît comme marginal ou limité, même s'il demeure sensible. Si la Russie a tenté un moment de suivre l'appétence technologique occidentale avec des programmes comme le char T-14 Armata ou les destroyers Leader, elle est revenue depuis 2 ans, et sous la pression d'ailleurs de la guerre en Ukraine, on en reviendra dans une autre vidéo, à une approche plus traditionnelle, cherchant à trouver le point d'équilibre optimal entre les technologies accessibles et les contraintes de production, y compris aussi le prix. Il s'agit pour Moscou de s'appuyer sur un avantage structurel évident de la Russie sur l'Ukraine et plus tard sur l'Europe, à savoir une capacité de mobilisation bien plus importante, susceptible de créer un rapport de force numérique très favorable. Et pour cela, prenons un exemple tout simple, un char T-90M est donné pour être vendu neuf aux armées russes autour de 400 millions de roubles, soit 4 millions d'euros, là où le Léopard 2A7 est vendu à l'armée allemande pour 18 millions d'euros. S'il ne fait que peu de doute qu'un Léopard 2A7 ou voire même un M1A2 Abrams est supérieur à un T-90M, on peut aisément douter que cet avantage perdure contre 2, voire même 3 chars de ce type, et encore moins contre les 4 T-90M qu'il coûte. Il en va de même concernant le Su-35, qui coûte 3 fois moins cher qu'un F-15EX ou qu'un Rafale, ou le sous-marin nucléaire lance-missile Lassen, dont les prix est près de 3 fois inférieur à celui d'un Virginia américain. C'est aussi le cas des équipements chinois. Un destroyer type 0,52DL est 4 fois moins onéreux qu'un Burke américain et un char VT4, la version export du T-96, 2,5 fois moins cher que les chars lourds occidentaux. Là encore, l'objectif visé par l'état-major chinois est d'obtenir le meilleur rapport performance-prix au niveau de la force armée ainsi constituée et non de l'équipement lui-même, sans que les contraintes en matière de ressources humaines soient aussi importantes qu'en Occident. En conclusion, on le voit, la certitude occidentale et plus particulièrement américaine
de disposer d'un ascendant technologique marqué sur les forces armées russes et chinoises s'avère non seulement parfois plus que contestable, elle est aussi à l'origine de dérives problématiques en matière de conception des programmes et de planification, misant de manière excessive sur ce même avantage technologique supposé aux dépens d'autres facteurs clés de la force militaire, comme le nombre. Le fait est que cette dérive évidente a permis à la Russie de récupérer du retard qu'elle avait consenti dans les années 90 et à la Chine de venir tâter les performances technologiques de l'industrie de défense occidentale aujourd'hui, alors qu'elle en avait en 1990 plus de 20 ans de retard dans ce domaine. Ainsi, aujourd'hui, ces deux pays disposent dans certains domaines de compétences technologiques identiques, parfois même supérieures à celles des industries occidentales, y compris américaines, alors que dans d'autres, l'écart technologique limité en faveur de l'Ouest semble davantage consenti par un arbitrage optimisé que subi. Dans ce domaine, il semble dorénavant plus que hasardeux de considérer que cet avantage technologique occidental supposé puisse atténuer durablement un éventuel rapport de force numérique défavorable, que ce soit en Europe face à la Russie ou dans le Pacifique face à la Chine. Et pour montrer l'exemple, je parlerai effectivement de l'efficacité des armes occidentales en Ukraine qui est plus que relative. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine du coup sera sur le sujet que j'ai mentionné juste avant. Sur ce, abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir et je vous dis à ciao, bonsoir.